Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, appartenir? C'est une grande question, hein. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dedans à travers un texte super intéressant qui décompose cette idée en plusieurs cercles d'identité, du plus personnel au plus large. Allez, c'est parti. Et tout commence par cette interrogation, finalement assez simple. On a souvent l'impression que grandir, c'est devenir indépendant, apprendre à se débrouiller tout seul. Mais est-ce que c'est vraiment ça toute l'histoire? C'est le dilemme que le texte nous propose d'explorer. Pour nous aider à y voir plus clair, le texte nous raconte une petite histoire, celle de Noisette. Imaginez un peu, un jeune oiseau, bien au chaud dans son nid, mais qui a cette envie folle de s'envoler, de partir à l'aventure tout seul. C'est une image assez parlante, non? Mais voilà, ce rêve d'indépendance va vite être confronté à la réalité. Une grosse tempête éclate. Et là, tout seul, loin de son nid, Noisette découvre sa propre fragilité. Ce qui ressemblait à de la liberté se transforme tout à coup en sentiment d'isolement et même de peur. C'est vraiment le tournant de son histoire. Et c'est là que la leçon arrive. Une leçon vraiment puissante. Le nid, finalement, ce n'était pas une prison, c'était un refuge. Noisette comprend que la vraie force, elle ne devient pas de l'isolement, mais des liens, de la sécurité, de l'amour et des responsabilités qu'on partage. Et cette morale, c'est la base de tout ce qui va suivre. Alors, en suivant cette idée de Noisette, commençons par le tout début, par le premier cercle d'appartenance, le plus fondamental pour chacun, le foyer. Et ce qui est super intéressant ici, c'est comment le foyer est défini. C'est pas juste des murs, un toit, non, c'est avant tout une relation. C'est vraiment cet espace privilégié où on apprend les premières choses, où on partage, où la personnalité commence à se forger. Le texte pose alors une question essentielle qui invite à réfléchir. Qu'est-ce qui rend un foyer si unique? La réponse, d'après le texte, tient dans le caractère spécial des relations et des valeurs qui y sont vécues et transmises. Bon, une fois qu'on a posé les bases avec ce noyau intime, le texte nous invite à élargir notre perspective. On passe au deuxième cercle, le pays. Et on retrouve notre amie Noisette. L'analogie est vraiment bien trouvée. De la même manière que l'oiseau est attaché à son nid, eh bien il y a cet attachement naturel qu'on peut ressentir pour sa patrie. C'est la même idée de repère et d'identité, mais à une autre échelle. Pour que ce soit encore plus parlant, le texte donne un exemple très fort, ancré dans l'histoire et la spiritualité, celui du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de son amour pour sa ville natale, la Mecque. La douleur qu'il a ressentie en exil montre bien à quel point ce lien à un endroit peut faire partie intégrante de qui l'on est. Et ça nous amène tout naturellement au dernier cercle, le plus vaste de tous, celui qui dépasse les frontières géographiques, la foi. Et là, il y a un point crucial qui est soulevé, la différence entre croire en parole et croire en acte. Ce n'est pas tout de dire « j'ai la foi ». Appartenir à une communauté de foi, ça se voit, ça se vit à travers des actions bien concrètes. La prière, bien sûr, mais aussi le respect des parents et même le fait de prendre soin de la nature. J'aime beaucoup cette métaphore que le texte utilise pour décrire ça. Il parle de rejoindre l'équipe des étoiles du prophète. C'est une belle image, non? Ça montre bien que la foi n'est pas un chemin solitaire, mais qu'on fait partie d'une grande communauté, une sorte de constellation de croyants. Et cette équipe, elle a ses modèles, ses figures inspirantes. Le texte en cite plusieurs, comme Musab ibn Umair, qui a tout quitté pour sa foi, ou encore Bilal ibn Rabah, qui a résisté à la torture pour ses convictions. Leurs histoires sont là pour incarner les valeurs de cette communauté. Maintenant qu'on a exploré ces trois cercles, le foyer, le pays, la foi, on arrive à l'idée finale, et c'est sans doute la plus importante du texte. L'identité, ce n'est pas un héritage passif, c'est une construction active. Et voilà la métaphore clé de tout le raisonnement. L'identité, c'est comme une feuille blanche. Ce n'est pas déjà écrit. Chaque décision, chaque acte, c'est comme si on écrivait un mot, une phrase, et qu'on composait sa propre histoire au fur et à mesure. Alors, comment on fait pour bien écrire sur cette page? Le texte donne trois clés, trois outils en quelque sorte. D'abord, le Coran, comme en guide, une source de repère. Ensuite, la prière, pour garder ce lien spirituel. Et enfin, l'éthique, pour guider nos actions de tous les jours. Être juste, honnête, bienveillant. Parce que bien sûr, l'identité, ça se définit aussi par ce qu'on choisit de ne pas faire. Et là-dessus, le texte est très clair. Il y a des choses qui peuvent, en quelque sorte, tacher cette page blanche, l'imitation négative, le mensonge, l'injustice ou encore l'arrogance. Éviter ces écueils, c'est aussi un moyen de construire son identité. Et tout ça est résumé dans cette citation, qui est vraiment la synthèse de toute cette pensée. L'appartenance, c'est un choix réfléchi. Ça dit tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est un acte volontaire, une construction personnelle basée sur des valeurs fortes.
Et on va se quitter sur cette dernière question qui est une véritable invitation à l'introspection. Si la vie est une page blanche qu'on remplit jour après jour avec nos choix, quelle histoire est en train de s'écrire sur celle de chacun? C'est une pensée assez profonde pour terminer cette analyse.